La fructification du capital, ou ce qu'on appelle l'usure, est le fait de toucher des intérêts sur de l'argent que l'on a et que l'on prête. Imaginons un pays où 10 citoyens ont tous 10 euros. Si l'un d'eux prête ces 10 euros avec 10% d'intérêt, il va lui être remboursé 11 euros. S'il le fait 10 fois, les autres citoyens de ce pays auront perdu chacun 1 euro. S'il le fait 90 fois, il possédera les 9/10 des richesses du pays, sans avoir travaillé. C'est son capital qui travaille, pas lui. C'est déjà une situation moralement difficile à justifier. Si l'usure permet aux riches de concentrer de la monnaie, les banques ont le privilège de la création de cette monnaie. Quand une banque veut acheter un immeuble, elle crée la monnaie nécessaire à l'acheter. Pour pouvoir créer de la monnaie, une banque doit simplement veiller à ce que ses actifs, ce qu'elle possède, lui permettent de payer les autres banques. Si les banques peuvent créer de la monnaie à partir de rien pour leurs achats, les entreprises, les particuliers et les États doivent d'abord en épargner, ou bien demander à une banque de lui en louer par un crédit. Voici ce que Maurice Allais, prix Nobel d'économie en 1988, disait de la création monétaire ex nihilo. Dans son essence, la création de monnaie ex nihilo actuelle par le système bancaire est identique, je n'hésite pas à le dire pour bien faire comprendre ce qui est réellement en cause, à la création de monnaie par les faux monnayeurs, si justement condamnés par la loi. Concrètement, elle aboutit au même résultat. La différence est que ceux qui en profitent sont différents et autorisés à le faire. Les banques sont des entreprises à but lucratif. Elles ont des actionnaires, leur but est l'enrichissement. Par le privilège de la création monétaire, la spéculation et l'usure organisée à l'échelle industrielle, on constate une gigantesque concentration des richesses dans les mains d'un tout petit nombre de personnes. Quand on parle de richesse, il ne faut pas penser à de l'argent, mais à de l'immobilier, des infrastructures, des propriétés, des entreprises, bref, ce qui a réellement de la valeur. Des chercheurs suisses ont extrait d'une base de données de l'OCDE un groupe de 147 entreprises financières qui ont le contrôle des 20 000 plus grandes entreprises du monde. Et un plus petit groupe forme le noyau dur de ces maîtres du monde. Sans surprise, les banques, et plus globalement le monde de la haute finance, notamment anglo-saxonne, contrôlent directement ou indirectement la plupart des grandes entreprises du monde. 1% de la population possède 46% du patrimoine mondial. Ce mouvement de concentration des richesses s'est accentué dans les années 70. Le néolibéralisme consacre la loi du marché comme dogme économique. Il prône la libre circulation des capitaux, des marchandises et des personnes à l'échelle mondiale, et une concurrence libre et non faussée. L'efficience des marchés serait l'avenir de l'homme. Dans cette perspective, les États sont des obstacles à la dérégulation financière. Avant les années 70, l'État français pouvait se financer à taux fixe et avantageux par un dispositif appelé le circuit du trésor. La Banque centrale pouvait faire des avances significatives à l'État. À partir des années 70, ce dispositif a été démantelé. Les États ont été obligés de se financer sur les marchés financiers, avec un taux variable en fonction de l'offre et de la demande. Par ailleurs, l'industrie financière organise la fuite des bénéfices et fortunes dans les paradis fiscaux. Pour le seul État français, le manque à gagner sur les recettes fiscales est estimé entre 50 et 80 milliards d'euros chaque année, soit plus que les recettes de l'impôt sur le revenu. En d'autres termes, l'État est contraint d'emprunter aux marchés financiers, c'est-à-dire aux banques et aux clients des banques, ce qu'elle ne leur prend pas sous la forme d'impôts et de taxes, et de leur payer pour cela un intérêt supplémentaire. Sans les intérêts imposés par les marchés financiers, l'État français n'aurait pas dû payer plus de 1500 milliards d'euros d'intérêts en 30 ans. La totalité de l'impôt sur le revenu est consacrée au seul remboursement des intérêts de la dette.
Si les financiers prêtent aux États, c'est parce que les États ont le droit de lever autant d'impôts que nécessaire pour les rembourser, et d'utiliser la justice et les forces de l'ordre pour faire payer les contribuables.